rapidement sur les protéines contractiles que vous avez déjà vues, me semble-t-il, pour rappeler 3 éléments principaux avant de passer à la question de la loi de Starling, et aboutir à une description très classique à partir de l'organe. Ce que je vous mets ici, c'est les échelles auxquelles je me réfère. Vous êtes à l'échelle moléculaire, ici au niveau du nanomètre, 10-9, l'échelle cellulaire, micron, 10-6, à l'échelle de l'organe, décimètre, 10-1, l'échelle de l'individu, donc quand on est en physiologie intégrée à prendre l'ensemble de ces régulations complètes pour un objectif, celui de la performance, celui de l'indicateur, celui de concours de examen classant national. On vient d'en sortir, vous n'avez pas recommencé tout de suite? Non, je ne recommencerai pas. Mais sur des valeurs de performance, d'indicateurs ou des valeurs physiologiques qui, in fine, se traduisent par des valeurs de survie pour le groupe. Et puis, ces valeurs-là sont aussi des valeurs qui sont à l'échelle macroscopique, cette fois-ci, pour l'espèce. On en verra peu cette année, mais c'est pour que vous voyez globalement à quel niveau on se situe, principalement pour les 3 premiers, moléculaires, cellulaires ou d'organes, éventuellement de physiologie intégrée. Donc là, on est au niveau de la cellule et on a, quand on regarde au microscope, une distribution que vous connaissez de filaments fins et de filaments épais. Vous m'arrêtez là aussi si vous avez besoin de plus de détails. Je vais passer un peu rapidement par rapport à ce qu'on faisait avant. Et en particulier autour de ces chaînes lourdes et chaînes légères de la myosine, qui va avoir des sites de dégradation de l'ATP et surtout un site de fixation sur le filament fin, sur l'actine qui lui fait face. L'actine est elle-même composée d'actines globulaires qui sont toutes réunies les unes à côté des autres avec globalement un pas d'hélice de 7 actines globulaires pour former le filament, et donc un pas hélicoïdal de 2 filaments insérés l'un autour de l'autre, au sein duquel se situe une autre protéine filamentaire, la tropomyosine, qui porte, elle, 3 troponines, C, I et T. Ces 3 acteurs-là vont moduler la position de la tropomyosine en présence de calcium. Quand vous êtes au repos, ici à gauche, vous avez une incapacité de la myosine à se lier à l'actine, simplement parce que la tropomyosine se trouve physiquement sur le site d'interaction. Et c'est seulement au moment où le calcium, on l'a vu tout à l'heure, qui va répondre au signal électrique, va être en quantité importante dans la cellule, que la troponine C va le fixer, et à ce moment-là déplacer l'ensemble des troponines et de la tropomyosine pour libérer le site d'interaction de l'actine, cette fois-ci. D'accord ? Si les 2 sites d'interaction sont l'un en face de l'autre, ils interagissent. Il y a une affinité particulière, mémorielle, puisque ça remonte pour les toutes premières interactions de myosine à plusieurs milliards d'années. On a des protomyosines qui sont au tout début du vivant, parce que le vivant, c'est aussi quelque chose qui tient compte de l'environnement et qui sort de son environnement, qui se déplace. Et cette fonction de déplacement est portée par les toutes premières molécules précurseurs de la myosine de façon extrêmement lointaine. Donc on a eu des paquets de temps d'étapes d'optimisation et de sélection sur l'ensemble de ces éléments-là. Cette interaction va se faire avec une consommation d'énergie, une consommation d'ATP, et donc avoir une capacité à montrer par cette interaction entre la myosine en bleu et l'actine en rouge, au moment où le calcium est là, fonction d'accrochage. Mais est-ce que cette fonction d'accrochage va signer le raccourcissement de l'ensemble de vos sarcomères entre les 2 lignes Z? Non. Non, il y a une interaction entre les deux, mais il n'y a pas de changement de longueur. La seule qui viendra, c'est au moment où la tête de myosine va basculer, de 90 à 45 degrés globalement, et c'est au moment où elle libère l'adénosine, le phosphate, et le phosphate inorganique, ADP et PI, qu'elle va, à ce moment-là, pouvoir pivoter, parce que simplement, on lui permet, en retirant cet encombrement qui la gêne après l'hydrolyse de l'ATP, les 2 ATP et PI sont encore présents, et c'est au moment où ça se libère qu'elle va pouvoir, à ce moment-là, actionner, basculer de 45. Et donc, tirer, pour vous dans ce sens-là, tirer l'ensemble de l'actine. D'accord ? Ça, c'est à l'échelle moléculaire. D'accord ? On est bien à l'échelle
moléculaire. Une fois que vous avez libéré, et donc que vous aurez une présence d'énergie, une présence d'ATP, vous allez refixer une ATP et à ce moment-là, détacher. L'action énergétique, c'est celle d'un détachement de la tête de myosine depuis l'actine. Autrement dit, lorsque vous êtes en situation d'ischémie, que vous ne produisez plus d'ATP, plus d'énergie, vous allez vous trouver en quelle situation? Une situation de contraction. D'accord? Et vous n'arrivez pas à vous relaxer. C'est ce qu'on appelle en chirurgie, au tout début des premiers temps de la chirurgie cardiaque, le cœur de pierre, Stoneheart, dans lesquels ils étaient plus capables de relaxer ce cœur qui était ischémié simplement, et donc qui traduit non pas une crampe musculaire, mais enfin globalement c'est un petit peu cet élément-là que vous pouvez avoir. Donc quand un cœur se crampe, pas bon. Quand on a de l'ATP, quand on a de l'énergie, quand on a une perfusion coronaire qui vous permet d'amener l'oxygène, tout ça se boucle et donc vous avez une capacité de détachement. Et puis on va boucler le cycle avec cette fois-ci l'hydrolyse de l'ATP en ADP, PI et un travail qui lui va permettre à ce moment-là de redresser la protéine et de la remettre en face, non pas du site précédent, l'actine, mais du site suivant. D'accord ? Et tant que vous avez du calcium, tant que vous avez une quantité suffisante dans laquelle baignent ces protéines, quantité suffisante de calcium, ce cycle continue, ça boucle, ça n'arrête pas. Pendant toute la systole, vous avez des quantités de cycles qui se font pour une tête de myosine, d'accord ? Mais comme vous en avez des milliers, les unes autour des autres, à ce moment-là, vous avez une possibilité de vous déplacer le long de l'actine, d'accord ? Et progressivement interagir sur l'ensemble des 6 filaments fins d'actine qui entourent chacune des fibres, chacun des filaments de myosine. D'accord ? Et si vous voulez le voir ici, à ce moment-là, on passe à celui-ci, qui va vous donner globalement, et vous avez les références pour aller le revoir sur Internet, c'était assez simple, comment libération ADP-PI, voilà, ADP qui va arriver, on redresse, à ce moment-là, on détache la myosine, on hydrolyse l'ATP, et puis vous avez donc régulièrement comme ça l'ensemble de ces fonctions qui, dépendantes du calcium, et donc de la bascule, vous allez la voir maintenant, de la bascule des troponines et de la tropomyosine, va permettre la libération de sites. Et puis toutes les têtes de myosine se déplacent les unes par rapport aux autres pour pouvoir arriver à réaliser ce cycle. Et ce cycle se fait donc pendant toute la phase de relargage du calcium, donc il n'y a pas juste une interaction myosine-actine, mais des multiples interactions dont la résultante sera la mise en tension de la totalité du système. Et vous comprenez bien que ces éléments-là ne sont pas synchrones les uns avec les autres. C'est l'une après l'autre, puisqu'il y a du calcium, il y a une multiplicité des éléments, mais ce n'est pas tout ensemble, ouais, non. C'est surtout pas ensemble. Si vous prenez cet exemple-là, il sera assez simple à comprendre. Au moment où vous remontez l'encre, si vous détachez tous ensemble les mains, l'encre replonge au fond. Donc c'est au contraire chacun son tour pour pouvoir partager la contrainte. Et ça, c'est un des éléments d'optimisation majeurs dans une auto-organisation, y compris à l'échelle moléculaire. C'est une fonction qui permettra justement d'étaler la toile, pour reprendre un terme de voile, ou d'étaler le vent, et donc d'avoir une efficacité globale qui répond à l'asynchronisme des acteurs.